S'il se croit souvent invincible, l'être humain ne peut échapper à l'évidence qu'il est habité, peut-être même dirigé par des milliers de micro-organismes. Parmi ces petites bêtes invisibles à l'œil nu, certaines sont indispensables à notre survie, d'autres peuvent nous être nuisibles. L'unité de recherche en biologie des micro-organismes de l'Université de Namur travaille notamment sur une bactérie pathogène pour l'homme, classée dans une zone à risque de niveau 3. Pour travailler sur cette bactérie, le laboratoire s'est donc équipé d'une vaste infrastructure de 120 mètres carrés confinés, le BL3, où ces êtres infiniment petits vivent, meurent ou nous survivent. Le laboratoire de microbiologie travaille sur Bruxelles depuis 1990. Il y a eu une modification suite à des directives européennes, des normes d'utilisation confinée de micro-organismes pathogènes et ou génétiquement modifiés. Et le gouvernement régional wallon a émis un arrêté en 2002, je crois, qui a mis des normes sectorielles, légales d'utilisation de ces micro-organismes. Pour ce faire, nous avons l'institution a accepté que le labo soit mis en conformité avec ces normes et ces directives européennes et a construit au 6e étage de la faculté de médecine un laboratoire de haute sécurité biologique dans le modèle box in a box, c'est-à-dire au sein d'une infrastructure existante, on a recréé des chambres qui répondent complètement à ce confinement et ça donnait accès à la possibilité de continuer à travailler avec cette bactérie qui nous intéresse beaucoup. Sans cela, ça aurait été complètement impossible. Le laboratoire a été conçu de telle sorte à ce que les micro-organismes ne puissent s'échapper de cette enceinte, notamment grâce à un système évolué de filtres et par le passage de plusieurs sas de dépression. L'air est filtré, stérile, entrée et sortie. Il y a 20 recirculations d'air, il y a la dépression. On a aussi une bonne connectique interphone entre le laboratoire niveau 2e étage et le laboratoire 6e, avec un dispatching dans les différents locaux et un report d'alarme au service technique et chez nous. Il y a une FART, Standard Operating Procedure, qui a dû être rédigée quand on sort au Bruxelles comme ça, on l'autoclave comme ça, cette manip est réalisée comme ça, on doit vérifier ça comme ça. Il y a un groupe électrogène spécifiquement dédicacé qui peut prendre le relais de toute l'alimentation électrique. Et entre le moment où il y aurait une coupure électrique et le moteur de l'électrogène soit lancé à pleine puissance, il y a une armoire à batterie, ce qu'on appelle un no-break, qui prend en charge. Donc il n'y a aucune coupure. Et en plus, on a un soutien extrêmement efficace de la part des services techniques des facultés pour tout ce qui est l'aspect automate de régulation de l'infrastructure, que de l'aspect ventilation, etc., qui sont... En fait, vous montez au-dessus du BL3, il y a une plateforme, il y a des moteurs, il y a des extracteurs, il y a des régulateurs, il y a des pompes, machin, ça c'est hallucinant. Et on peut faire tout l'entretien du BL3 de l'extérieur. Donc, c'est tout ce système-là qui est l'équipement. Cette forteresse, qui aura coûté 750 000 € est composée de chambres, d'une animalerie et d'un espace commun de préparation et de service. On y trouve également du matériel qui permet aux chercheurs de stocker ces bactéries, de les soumettre à des expérimentations, à des mutations, dans le but de mieux comprendre leur cycle infectieux et de mieux comprendre comment s'en protéger. Donc ça c'est le -80 où on stocke toutes nos souches mutantes de Bruxelles. Donc on peut les sortir, on gratte à la surface du tube, on met sur un nouveau milieu, on reprend le tube, on le restocke dans le -80 et donc comme ça, avec ce qu'on a gratté et ce qu'on a mis sur le milieu, ça va repousser et on peut les stocker comme ça des années et des années. Et donc chaque semaine, on peut venir les réveiller sur un milieu bien spécifique et les utiliser pendant très très longtemps comme ça. Donc on a infecté des cellules en culture, donc on cultive des cellules immortelles et puis on peut déposer Brucella sur la cellule. Brucella va rentrer, infecter la cellule et ensuite au microscope on peut finalement repérer ces cellules et dans une des cellules ici centrale, le point rouge c'est Brucella. Donc on peut localiser Brucella à l'intérieur de la cellule
Et alors, ça nous permet par exemple au fil du temps, après différents temps d'infection, différentes heures, on peut compter le nombre de bactéries qu'il y a à l'intérieur par cellule. Ça nous permet de savoir à quel moment elle entame sa division, à quel moment elle l'arrête éventuellement. Ces expérimentations supposent que les chercheurs s'enferment plusieurs heures dans ce laboratoire. Pour en sortir et rejoindre à nouveau le monde du vivant tel que nous le percevons, ils doivent s'acquitter d'une dernière tâche, l'autoclave. Donc si on est à l'extérieur du BL3, ce qu'on n'a pas manipulé à l'intérieur de potentiellement contaminé, on la fait rentrer à l'intérieur de l'autoclave. Il y a une porte à l'extérieur, une porte à l'intérieur. Et ici, on peut vérifier, en fait, le cycle a bien eu lieu, la décontamination est OK. Donc l'autoclave fait monter la température et descendre la pression, ce qui permet d'éliminer les micro-organismes et Brucella dans notre cas. Et ici, comme le cycle est OK et que la décontamination est OK, on peut vider l'autoclave pour pouvoir lancer un nouveau cycle plus tard. Et puis on évacue les déchets dans des poubelles classiques, déchets biologiques de manipulation de laboratoire. Avant que ce laboratoire de haute sécurité n'existe, les chercheurs travaillaient avec des hôtes biohazards derrière des flux laminaires de protection, comme il en existe d'ailleurs à l'intérieur de cette enceinte. Les chercheurs prudents étaient somme toute protégés, mais le BL3 garantit encore plus de protection et de sécurité, tant pour l'homme que pour l'environnement animal et végétal.